mesdames, messieurs, tout un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle randonnée sur votre émission 100% Bénin. La classe politique béninoise, le mercantilisme handicapant, le développement de toute une nation. Pour tous ceux, mesdames, messieurs, qui juste la peine à croire à une telle thèse, les récentes déclarations de l'ancien président du groupe parlementaire PRD, actuel membre influent du parti progressiste et allié de taille de Patrice Talon, vous voyez déjà de qui il est question, Augustin Aron-Webla, puisque c'est de lui qu'il est question. Ces déclarations, disais-je, ont tout fait de convaincre les sceptiques du contraire. Patrice Talon, une force politique à lui, tout seul à part, a-t-il laissé entendre avant de poursuivre en ces termes. Lorsqu'on allait aux élections pour les législatives de 2015, j'ai pris 400 millions au nom de mon parti chez lui. Pourtant, comme l'ingratitude nous incarnait, on l'a abandonné. Fin de citation. Tout intolère, mesdames, messieurs, sur la toile suite à une telle déclaration, mais aussi au-delà. Et depuis, on continue d'en parler. Des propos qui renseigneraient à suffisance, à en croire certains analystes, que le politique au Bénin n'a d'initiation, de conviction, d'idéal que celui dicté par son bailleur, quitte à en démentir par la suite. Un constat tout de même amer qui en ajoute malheureusement une fois de plus au récent déballage de la doyenne d'âge Rosine Vieira Solo. On se rappelle l'agent, rien que l'agent, pour donner l'orientation à suivre. Visiblement, est-on tenté de conclure, la pratique à la peau dure et semble aussi vieille que les acteurs politiques mis en cause. Le débat, nous le ferons tout de suite autour du terme central que voici, l'agent roi en politique au Bénin, un mal nécessaire ou le mal à combattre pour un réel mieux-être collectif. Tout de suite sur ce plateau, pour en débattre avec nous, Dr Fidèle Sonon, consultant en management des organisations. Voilà, l'homme à bord, depuis peu, la casquette de conseiller au cabinet du président d'honneur de l'USL. Dr Fidèle Sonon, bonjour. Bonjour Joël Yetonji. Donc vous diront bienvenue dans l'arène politique. Merci. Et dites très rapidement, mais comment arrive-t-on à concilier deux champs aussi, dit-on, diamétralement opposés, même si l'un vient puiser dans l'autre, la subjectivité et l'objectivité? Vous savez, Joël Yetonji, à l'instar de mon leader politique, Sébastien Javon, je fais partie de ceux qui disaient je ne ferai pas la politique c'est pour les autres, etc. Mais depuis peu, je me suis rendu compte que c'est ce qui arrange justement les politiciens carriéristes, que les intellectuels disent que la politique est détestable, c'est bien ce qui les arrange. Malheureusement, ils prennent des lois, ils prennent des décisions qui gouvernent votre vie et qui gouvernent la vie de vos enfants. Et lorsque je me suis rendu compte qu'il est question plutôt d'aller impulser les changements de l'interne et non fait partie de la classe de ceux qui critiquent, ceux qui se plaignent. Donc voilà ce qui justifie mon engagement. Ah oui, comme on dit, il faut être au cœur de la décision pour aider à la prendre. Autrement, on va la subir. Une fois encore, bienvenue. On verra bien ce que ça donnera. Chemin faisant, en face de vous, Élie Belogou, c'est son nom. Donc, le connaissent déjà. L'homme s'est plus d'une fois illustré. Il est l'un des Béninois de l'extérieur, a discrètement, mais fait beaucoup parler de lui en tant qu'adjoint au sein du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Depuis peu, il aborde une nouvelle casquette. Il est le président du mouvement Debout. On va lui demander qu'est-ce qui est couché. Mais avant, Élie Belogou, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Merci, c'est le plaisir partagé. Alors, désormais, une nouvelle chaise à l'ancienne qu'on vous connaît. Pourquoi ce choix? Ce choix, parce que nous disons que c'est au bout de l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle et qu'à un moment donné, chaque génération doit prendre sa responsabilité. Nous avons, depuis quelques années, essayé d'apporter notre pierre à la contribution de développement de la nation et nous constatons que nous avons toujours été pris comme des ouvriers politiques, que ce soit nos idées, nos temps, notre argent, ça a été pas mis au service de la nation comme on le souhaitait. Mais avec toute cette expérience, nous nous sommes dit, il est temps que nous-mêmes, nous prenons nos responsabilités et que nous allons chercher notre génération avec nos aînés qui sont capables de comprendre la nécessité de remettre la nation béninoise debout. En ce sens,
nous avons décidé de constituer une alternative crédible pour notre nation en mettant en place le mouvement Debout. En tout cas, rien de grand ne peut se faire assis. Il faut rester debout pour pouvoir le faire. Et vous le constatez, sur ce plateau, je vais peut-être le prêter d'intention. Ce sont là des révolutionnaires, vous complétez, n'est-ce pas? Ils ont décidé non pas de rester derrière les rideaux, mais désormais d'être de l'action. Oui, il faut un peu de tout pour bâtir la nation. Chers téléspectateurs, le débat qui nous réunit aujourd'hui est d'enjeu. Ceci d'autant que depuis peu, elle focalise l'attention et du citoyen lambda et de ceux qui apportent chaque jour leur contribution pour que la nation se porte au meilleur de sa forme. Pour l'instant, silence plat au niveau des grandes instances de prise de décision, mais d'ici peu, on sentira sans nul doute ce qui se trame, parce que cela s'impose. De quoi est-il question? Pour ceux qui n'ont pas suivi cette déclaration qui fait couler assez d'encre et de salive, chers invités, vous me permettrez, nous allons passer juste une minute d'attention à le suivre avec nos téléspectateurs de l'autre côté, et ensuite nous reviendrons sur ce plateau, si vous le permettez, bien entendu. La réalisation, nous allons directement à la régie. Voilà ce qu'est le baobab logique dans le jaune qui incarne, comme je vous l'ai dit, la richesse, la prospérité et dans le sens du travail, pour nous appeler au travail. Et le gigantisme de l'arbre, ça nous appelle à ce que fait Patrice Talon aujourd'hui. Et nous allons poursuivre, chacun de vous. Et nous allons poursuivre ce qu'il fait. Le gigantisme des chantiers ouverts par Patrice Talon. Ne pensez pas que ça va finir en 2026. Parce que son cycle, allez l'écrire, les enfants s'amusent. Lui, il va faire jusqu'en 2026. On verra le reste après. Et j'ai toujours dit, je ne l'ai pas soutenu par discipline. Parce que quand vous êtes dans un parti, vous devez suivre les lignes de votre parti. Mon parti a décidé au nom de... après qu'un individu, qu'une personne, porteur du parti, en a décidé ainsi, on s'est tous alignés. Je n'ai pas soutenu Patrice Talon pour les élections présidentielles. Mais tout le monde sait que on a toujours su que c'est lui le président, parce que c'est l'homme politique le plus influent de notre pays. C'est 15-20 dernières années. Il a une force politique à lui tout seul, à part. Puisque c'est lui qui faisait tout pour les partis politiques. Vous ne pouvez pas savoir. C'est lui qui faisait tout. Moi, je me rappelle de ce qu'il a fait lorsqu'on est allé aux élections législatives. J'ai pris 400 millions d'euros de mon parti, chez lui. Mais pourtant, comme l'ingratitude nous incarnait, on l'a abandonné. Mais moi, je ne l'avais pas abandonné avec les miens. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce procès qu'on veut faire aujourd'hui ici. Oui, mesdames, messieurs, il s'agit là de la déclaration qui, depuis, donnerait l'insomnie à plus d'un et révolterait d'autres. Je vais, si vous le permettez, me retourner vers nos invités sur ce plateau. D'abord, oui, je m'aurais m'adresser aux consultants en management, mais aussi à l'acteur politique, les deux casquettes à la fois. Quand vous avez suivi cette déclaration, comment, dans votre chair, vous l'avez ressenti? Est-ce que ça vaut tout le tollé auquel nous assistons actuellement? Oui, mais c'est une déclaration assez intéressante, parce que moi, je prends acte tout simplement de ce qu'il a dit. Et c'est tout sauf une intoxication, comme on entend dire. Parce que si c'était un opposant qui l'a dit, peut-être que j'allais mettre un peu en doute. Mais il s'agit quand même de l'honorable Aouan Bla. Et c'est un chantre de la rupture. Il fait partie du bloc républicain, progressiste, excusez-moi. Alors donc, s'il nous le dit, on ne peut que prendre acte. Ça veut dire, moi je prends ça comme une vérité. Et ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est lui le porteur du message au parti. Donc, je prends acte de ce qu'il a dit, mais je constate tout simplement, bien que ce soit politiquement très intéressant, ce que moi je pourrais appeler une gaffe communicationnelle, parce qu'il croit communiquer pour le président de la République, mais en définitive, il a communiqué contre le président de la République. Donc, il ne devrait pas le dire si j'analyse sa déclaration sur le plan communicationnel.
Mais c'est très intéressant politiquement parce que cela vient confirmer quelque chose qu'on savait dans le pays après les déclarations de l'honorable Rosine Soglo, parce qu'on pourrait dire oui, ça c'est le passé de l'ex-candidat Patrice Talon. Mais l'honorable Rosine Soglo nous a dit aussi que la pratique se poursuit au Parlement. Donc, tout ça mis ensemble, je prends acte. Et je considère que c'est une vérité. Et nous allons bientôt, je l'espère, dans l'émission, l'analyser sur le plan purement communicationnel. Après, sur le plan de la science politique, qui n'est pas à confondre avec la politique, parce qu'il y a une nuance entre les théories politiques, l'éthique et tout le reste, et maintenant la politique, surtout la réelle politique. Donc nous allons analyser bientôt en détail sur ces trois aspects, je l'espère bien. Oui, en entendant d'y arriver, oui, votre réaction, comment vous l'avez vécu, vous qui, au quotidien, dès que l'occasion est favorable, pensez qu'il faut accompagner la patrie, et là, à la sueur de vos fronts, comme vous le dites si bien, mais il paraît qu'il y a suffisamment d'argent au pays. Monsieur Joël, moi, j'ai écouté ces déclarations, j'étais choqué. Choqué et j'avais mal au plus profond de moi. Choqué, n'est-ce pas, de l'hypocrisie, de savoir qu'une personne, à elle seule, a la possibilité d'accompagner d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a besoin du nerf de la guerre pour relever de grands défis, et qui est un compatriote à même de le faire. Est-ce qu'il ne faut pas voir ça du bon œil? Maintenant, quitte à voir la question de la gestion qu'on en fait. Non. De toute façon, le nerf de la guerre est nécessaire, mais comme ça se passe dans les pays où les hommes se respectent et ont peu de vertus spinoziennes, c'est tous les membres du parti qui y contribuent. Un homme fort qui, d'autant plus dans l'ombre, soi-disant, contribue à ce nerf de la guerre. Moi, j'ai connu, entre-temps, avant que le président ne soit président, moi, je l'ai connu comme acteur économique et non acteur politique. Et en ce sens, mais je crois que dans les pays comme les nôtres, vous savez, le pouvoir porte son ivresse. Et puis, je crois que c'est l'ivresse du pouvoir. On se sent fort. Et on peut tout dire. Dans certains pays, même si ça se fait comme ça, on ne peut pas le dire. Donc, c'est sous le coup de l'ivresse politique. Et en même temps, c'est une information, comme le disait Fidèle Sonon. Ça en dit long sur les pratiques au sein de la République depuis des années. Et ces pratiques, nul ne peut ignorer qu'elles continuent à nos jours quand nous voyons la manière dont ces partis politiques se mettent en place aujourd'hui et qui ne respectent même pas la feuille de route qui était imposée. On nous demande de faire 15 membres par commune, mais du jour au lendemain, c'est de grands regroupements que nous voyons, et des grands regroupements imposés par qui? Peut-être par un bailleur de fonds, je ne sais pas. Donc on dit souvent que la main qui donne, c'est la main qui dirige, et l'argent, en tant que problème dans notre politique, a fait ses torts et continue de faire les torts à la nation. Nul ne peut ignorer qu'une telle déclaration dans des pays, je le redis encore, où les hommes se respectent et que la politique porte une certaine vertu, nous ne pouvons pas faire de telles déclarations, encore que si ces déclarations sont faites, il va falloir qu'il y en a qui répondent de leurs déclarations. Il y en a il y a en tout cas qui devront répondre, dites-vous. Dans le contexte actuel, est-ce qu'on en est là? Est-ce que pour ce qui a été fait, à considérer que c'est l'ivresse du pouvoir, pour reprendre l'expression de votre vis-à-vis, qui a conduit à cela? Est-ce qu'on devrait s'y attarder? Fidèle Sonon là pour apprécier la portée elle-même de la déclaration. Oui, tout à fait. Je crois qu'il était pris dans une espèce d'émotion, parce que je continue de dire que ça ne se dit pas ce qu'il a dit. Que ce soit vrai ou faux, ça ne se dit pas. Parce qu'en politique, si il était un partisan à moi, j'ai pour habitude de dire la manière dont vous traitez votre ex-femme dit quel mari vous serez. Si je suis une femme et que vous me courtisez, la façon dont vous traitez votre ex-femme me dit quel genre de mari vous serez. Donc, en définitive, il croyait communiquer contre Maître Adrien Mbedi, mais il a communiqué contre lui-même et contre celui qu'il prétend défendre. Parce que... Non, mais écoutez, il voulait dire, et vous avez suivi, il a dit, c'est l'homme politique le plus influent de notre pays. Et là, il est en train de lier l'influence politique à l'argent.
ce qui est extrêmement grave, et non des valeurs véritablement politiques. En quoi est-ce Et grave? c'est ce qu'il est en train de dire de son patron, enfin de son actuel patron, le président Patrice Talon, puisqu'il nous a révélé que son actuel patron, président Talon, ex-candidat, a participé à une corruption active ou passive. C'est ce qu'il est en train de nous révéler. Et moi, je prends ça très au sérieux parce qu'il s'agit de lui. Et il a des choses à nous dire. Parce que, souvenez-vous, l'honorable Aronvaï Bla, au moment des faits, fut le vice-président du COSLEPI. Au moment des faits. Et quelques mois après, a été promu président du COSLEPI, qui a géré les élections présidentielles de 2016. Cela se passait en 2015, il était déjà vice-président. Vous, vice-président de COSLEPI, cet instrument qui organise les élections, vous dites que vous avez pris 400 millions chez quelqu'un qui, par la suite, est devenu président de la République, donc en 2016, au moment où vous êtes président de COSLEPI. Alors, moi, je crois que l'honorable Aronvaï Bla a des choses à nous dire. Et les institutions habilitées devraient lui poser des questions. Parce que le problème que pose sa déclaration pose le problème général du financement des partis. En soi, le fait de donner de l'argent à des partis politiques n'est pas la question ici. Mais c'est l'usage qu'on en fait. Est-ce que c'est pour financer des activités correctes de partis politiques? Parce que ça coûte de l'argent. Une organisation politique normale, ça coûte de l'argent. Est-ce que c'est dans ce cadre ou c'est dans le cadre de l'achat des voix, des consciences, etc. C'est pour ça que j'ai dit, l'honorable a des choses à nous dire, parce que lorsqu'il est passé président du COSLEPI et qu'il a géré l'élection présidentielle de 2016, alors qu'il disait que ce n'était pas discipline partisane, qu'il a dû ne pas soutenir le président Talon, mais lui, dans son cœur, c'était toujours son président. Mais voilà quelqu'un qui a été candidat, qui est passé président. Quel rôle il a joué? Et là, nous allons parler de corruption passive. Parce qu'au moment où il donnait l'argent, selon l'honorable, ce n'était pas encore actif, parce qu'il n'avait pas encore, on peut supposer, d'enjeu. Mais il est passé président de la République après, lorsque lui, il était président du COSLEPI. Donc, il a des choses à nous dire. Philippe Belogo, est-ce que votre vis-à-vis ne va pas chercher un peu trop loin? Non, je ne dirais pas qu'il va chercher un peu trop loin. Il essaye de faire une analyse. Comme nous tous ici, nous ne pouvons pas ignorer certains faits. Et dans la mesure où nous parlons de l'éthique en politique, nous parlons de collision, nous parlons de conflit d'intérêts. Et dans sa position, dans le temps, comme il le précise très bien, il devrait avoir un peu de recul et ne même pas jouer, ni être représentant de son parti. De par sa position dans les élections, il devait être neutre. Et d'autre part, surtout aller toucher une telle somme d'argent. Mais l'argent est nécessaire dans les partis politiques, on n'en disconvient pas. Mais d'où provient cet argent? Quels sont les mécanismes de financement d'apport de cet argent? Et à quelle fin sont utilisés ces sous? Et naturellement, si ne nous leurrons pas, nous sommes en Afrique, plus précisément au Bénin. L'argent a toujours été là depuis quelques années dans notre politique. Et ça, on peut le remarquer par le niveau intellectuel de certains députés. Mais vous dites des choses... Je suis sérieux. Regardez, dans la dernière législature, il y a eu des gens qui sont incapables de parler le bon français. Mais ils sont élus. Mais pourquoi ils sont élus? Parce qu'il y a eu de l'argent qu'ils ont distribué à la population. Donc la population est prise au piège dans un épigénétisme où la pauvreté est constante. J'ai parcouru depuis que je suis dans le pays les 12 départements de la nation. Et votre constat? Mon constat est... Les gens n'arrivent pas à manger de repas par jour. Ne faites pas de devinette. Non, dites je ne fais pas de exactement devinette. Je peux vous encore donner des photos et des messages. Je l'ai constaté, les jeunes, les femmes, les parents, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos arrondissements. On n'a même pas besoin d'aller loin. Les gens ne mangent pas 2 repas par jour. Et dans ce contexte, comment nous voulons que l'argent ne soit pas une tentation pour les gens? Donc la population est prise au piège. La population est prise au piège et même les dernières lois dont on parle n'ont pas réglé la question de fond du financement des partis. Il y a le problème de financement des partis. Il y a aussi une grosse crise de valeur dans notre République. Il y a une grosse crise de valeur. Vous parliez tout à l'heure d'éthique en politique. Est-ce que ça vraiment compte sous les tropiques? Éthique, n'est-ce pas un mot creux, juste qui compte? Si vous pensez que les tropiques, on est sur les sous-hommes...
Si vous pensez que sous les tropiques, chez les sous-hommes, oui, on peut parler d'éthique, mais dès qu'il y a un rassemblement d'hommes et d'humains, on doit parler d'éthique et de vertu. Et comme le disait le nouveau président mexicain López Obrador, il dit le pouvoir n'a de vertu que s'il se met au service des gens. Mais si c'est se mettre au service de soi-même, ben, ce n'est que de l'avidité. Et ça, dans le contexte actuel, c'est au service des gens. 400 millions, pas que pour l'intéresser, il a pris pour des gens qui appartiennent à un regroupement donné et qui militent pour le mieux-être collectif. Quand ils l'ont, ça atterrit vers les autres et puis la machine est huilée. Mais moi, je suis un entrepreneur. Ah oui? Je suis un entrepreneur et ça vient chercher. Et quand on investit de l'argent, on attend un retour. On attend un retour. Non mais on attend un retour. Vous allez où comme ça? Et non, vis-à-vis dit on attend un retour. Il a qui est le consultant en management des entreprises? On attend un retour. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, ben, on attend un retour. Justement, c'est pour ça qu'on parle de corruption passive. Même si... Vous voulez dire que ce ne sont pas pour les beaux yeux, pour l'envergure de la formation politique en question? Non, si vous êtes... au-delà? Non, mais si vous êtes de ce parti politique, c'est encore différent. Mais lorsque vous n'êtes pas de ce parti politique et lorsque vous financez, vous attendez forcément quelque chose en retour. Et comme je le disais, ce ex-candidat, actuel président de la République, a plus tard sollicité les suffrages des Béninois. Et ce monsieur qui dit avoir pris l'argent se trouve être le président de Koslepi en ce moment-là. Donc c'est là où effectivement il y a des questions à se poser. On pourrait effectivement parler d'une forme de collusion. Et il n'y a que lui qui pourrait nous expliquer, expliciter ce qu'il a déclaré. Mais il a posé un problème intéressant. À quel niveau? Il a parlé de valeurs. Oui. Et c'est là où nous pouvons glisser sur le terrain de la réelle politique. Vous vous souvenez, M. Yetonji, je vous avais dit une fois ici que les politiciens carriéristes nous appliquent un principe de management et de marketing. Quand les gens n'achètent pas ce que vous vendez, vendez-leur ce qu'ils achètent. Ah oui. Que veut le peuple? Qu'est-ce que nous voulons? Aujourd'hui, la réalité, c'est que lorsque vous allez dans nos contrées, lorsque vous regroupez des gens, ne serait-ce que pour une réunion, la première des choses qu'ils commencent à vous demander, c'est l'argent de déplacement. C'est de l'argent. Pas seulement de déplacement, il y en a qui demandent de l'argent pour leur subsistance. Et donc, en définitive, nous faisons ce combat pour qui? Pour le peuple. La question fondamentale, c'est que veut le peuple? Oui. Il y a des gens qui se sont trouvés dans l'obligation de, pas forcément corrompre, mais on parlera quand même d'une forme de corruption passive, de donner de l'argent. Parce qu'on vous dit, mais les leaders vont dire, mais c'est comme ça, ça se passe ici. Donc, la question fondamentale, regardez, ils ont applaudi, mais c'est dangereux. Est-ce que vous avez suivi? Quand il a dit 400 millions, les gens ont applaudi. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle de l'accommodement. Ils s'accommodent. C'est-à-dire, on s'accommode de ce qui est visiblement mauvais. Enfin, sur le plan éthique et politique, science politique. Mais lorsqu'on descend dans la réelle politique, comme il a dit, et je crois que c'est ça la réalité, ça pose le problème de financement des partis politiques. Parce qu'en soi, la politique, ça coûte cher. Il faut qu'on se le dise. En tout cas, moi, je ne savais pas que ça coûtait aussi cher. Vous vous êtes rendu compte. Non, mais... En train de revenir sur cette question même lorsque vous ne cherchez pas à corrompre, organisez de petites réunions, de petits meetings dans tous les départements. Non, mais attendez, non, prenez la loi actuelle qui vous dit que vous devez donner 15 dossiers par commune. Ça fait 1000... mais c'est énorme. C'est énormément d'argent. Il y a une pièce qui coûte jusqu'à 3000 francs, etc. Mais c'est de l'argent. Alors, lorsque vous le dites ainsi... Et ça, ce n'est pas de la corruption. Lorsque vous le dites ainsi, oui, vous le dites ainsi, vous interrogez là un test de loi. Absolument. Décidé par les représentants du peuple. Et le peuple qui a cette réaction que vous décriez, à qui la faute? Est-on tenté de se demander? À qui la faute? Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Moi, je pense que avant de voter des lois, il faut voir l'applicabilité de ces lois. Il ne faut pas aller copier des lois de pays occidentaux qui sont des pays qui ne sont pas aussi liquides que nos pays, par exemple,
et vouloir l'appliquer ici. C'est lorsque vous regardez notre pays est essentiellement liquide. On n'est pas arrivé au point où on a des institutions bancaires un peu partout. Il y a des contrées où vous êtes obligé de faire des kilomètres pour aller dans un centre urbain pour trouver une banque. Donc, lorsque vous avez un contexte comme celui-là, organisez un meeting pour payer celui chez qui vous avez loué les chaises, les bâches. Faites-lui un chèque. Il va vous le jeter. Il ne connaît même pas ce que c'est. Non, mais c'est ça la réalité de notre pays. Donc, en définitive, essayons de faire la nuance de l'argent qui sert à financer l'activité politique normale, donc les pièces qu'on nous demande, les meetings par ici, etc., et l'argent qui corrompt, qui achète le vote. Mais c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que moi, j'ai été posé le problème de celui-là qui dit avoir pris l'argent, le rôle qu'il jouait, c'est un rôle éminemment sensible. Et donc, c'est là où on pourrait aller chercher les questions. Ce n'est pas si tant le montant. Sinon, ce qui va arriver, on pourrait en parler un peu plus en détail. Ce qui va arriver, c'est quoi? Vous avez des lois que personne n'applique parce que l'applicabilité elle-même est difficile, mais on les met au frais et on sort pour frapper ceux qu'on veut frapper. Parce que regardez le cas Komikuchi. On a dit qu'on a trouvé de la liquidité, 80 millions, d'autres parleront de 100 et quelques, peu importe le montant. Mais le problème, c'est quoi? Voilà quelqu'un qui avoue avoir pris 400 millions. L'autre, on aurait découvert 80 millions chez lui, et puis on dit blanchiment, etc., etc. Et la même personne, cette personne, l'honorable Armavel, en tout cas jusqu'à l'instant, n'est pas inquiété, puisque lui l'avoue, alors que l'autre, c'est en période électorale. Et donc, vous avez des lois que personne n'applique, l'État ferme les yeux, mais on laisse ça là et on l'utilise comme un moyen de répression politique pour frapper. Donc il va falloir là, qui la faute? Il faut qu'on retourne aux législateurs. Mais qui sont les législateurs? Il a dit tout à l'heure, qui sont les législateurs? C'est nos députés. Et bientôt nous irons encore voter. Si vous voulez de meilleures lois, envoyez les gens qu'il faut au Parlement. Oui, si vous permettez, oui. Votre question de à qui la faute? Il y a une question culturelle. Il y a une question culturelle et notre culture, nous sommes, avouons-le, un pays pauvre. Et tant que les gens n'ont pas mangé, on parle là, je vais ouvrir un peu les neurosciences pour parler des 3 cerveaux. Nous avons le cerveau reptilien, le cerveau mammilien et le néocortex. Le cerveau reptilien, c'est l'instinct grégaire. Et tant qu'on n'a pas mangé, ce cerveau n'est pas satisfait, les besoins primaires, les 2 cerveaux ne fonctionnent pas. Et si nous avons la chance d'avoir des élites qui se disent élites de la nation, leaders de la nation, c'est comme dans une famille. Les parents sont responsables. Donc si nous allons... Oui, je disais tantôt que la population est prise au piège. Dans un contexte, dans un épigénétisme de pauvreté gangrénée, c'est normal que le premier billet, je vais le prendre. Mais elle est où la conscience, la vertu de cet homme politique, soi-disant être là au service de la nation? Disons-nous la vérité, à moins que nous voulons continuer à bavarder dans le folklore ou dans un pays... En tout cas, ce plateau n'est jamais fait pour le folklore. Justement, on est dans un pays où le minimum n'est pas fait. Le minimum n'est pas fait. Et c'est là où je rejoins mon vis-à-vis. Nous n'avons pas les mécanismes de contrôle du financement. Nous n'avons pas les mécanismes d'analyse de ces 1000 et quelques dossiers. Mais nous faisons des lois. Mais des lois, elle est où la volonté politique de ces lois? Elle est où la volonté politique de ces lois? Dans la mesure où personne ne les suit. Elles ne sont pas suivies, ces lois. Comment nous voulons contrôler le financement des partis publics demain? Comment nous voulons les contrôler? Comment on veut contrôler? Elles sont où les limites? On dit oui, il faut amener de l'argent dans le mouvement. Mais chaque individu a une limite à apporter par an. Comment cette limite sera contrôlée et comment les pièces seront justifiées que nous avons investi et nous avons dépassé. La démocratie, c'est une technicité aussi. Ce n'est pas de l'improvisation. Et dans une culture comme la nôtre, pour passer d'une culture végétée par la corruption, il faut prendre du temps. Il faut de la pédagogie. Vous pensez qu'on y va un peu trop vite à l'emporte-pièce? Oui, on y va un peu trop vite. Oui, on y va un peu trop vite. Je crois qu'il y a beaucoup d'improvisation et beaucoup de manque de pédagogie et d'accompagnement. Vous n'avez pas dit ça. Depuis un certain temps, on sent que ça réfléchit avant d'agir. Vous ne parlerez pas d'absence de pédagogie à l'ère où on est. Hein. Je suis désolé. Une culture qui s'est installée et qui s'est presque naturalisée
Eh bien, pour le défaire. Qu'est-ce que c'est naturaliser Mais la corruption? La corruption, c'est naturalisé Non, chez mais nous. ne juriez pas les Béninois. Non, excusez-moi, sans aucune prétention. C'est la réalité. Soit nous sommes Ces Béninois objectifs. que vous avez rencontrés, vous les avez sentis porter vers la chose? Mais vous l'avez constaté, on a parlé de 400 millions, tout le monde a applaudi. Oui. Même personnellement. C'est ainsi. Mais vous savez, nous, on a demandé l'autorisation au ministère de l'Intérieur pour faire notre congrès le 5 janvier dernier. Nous avons demandé à tous nos membres, nous avons réussi à avoir les 15-15 dans tous les départements, mais la question se pose. On me dit, Monsieur le Président, nous n'avons pas mangé 2 repas par jour. Comment vous voulez que nous légalisons des pièces? Donc, on a demandé à chacun de nos membres de légaliser ces pièces que nous voulons. C'est ça, nous proposons la métamorphose. Et la métamorphose, ça commence par chacun de nous, la partisanerie. Comment nous passons la partisanerie politique? Est-ce que je viens dans un parti politique pour ma nation, m'impliquer pour mon développement personnel, le développement de la nation, en mettant mon temps, mon idée, mon argent, ou je viens m'asseoir parce que j'ai pas de boulot, je vais avoir quelques billets? La question, elle est aussi à ce niveau. Elle est à ce niveau. Alors, avant d'évoluer un peu, si vous permettez, parce que, oui, tout se jouera autour des options que les leaders prennent finalement. Et pour ça, il faut faire toujours un tour vers l'Assemblée nationale. Oui, mais avant, une fois encore, cette sortie n'a pas manqué chez les téléspectateurs de susciter 2 réactions au sein de la famille originelle, si vous voulez, de l'honorable. Il s'agit de la formation du PRD. Fidèle selon si officiellement la formation elle-même n'a pas encore sorti de communiqué, des voix, pas des moindres, ont commencé à s'élever. Surprise d'entendre ce qu'ils ont entendu. Ils voudraient bien en douter, mais manifestement, comme vous le dites, c'est difficile de dire que c'est de l'intoxication. On a vu l'homme parler et sortir ces mots avec toute la fougue qu'on a observée. Comment vous entrevoyez la suite de cette marche qui, en principe, devait être uniforme parce que tous accompagnent le même homme? Non, mais voilà, moi je savais déjà, on pouvait bien... moi j'avais anticipé que le PRD, en tout cas les responsables du PRD, vont s'étonner. Ils vont se dire, nous on n'a jamais eu ces 400 millions. C'est normal, parce que c'est des choses qui ne se disent pas, même si c'est vrai. Mais c'est des choses qui ne se disent pas. Attends, surtout lui, dans le rôle qu'il jouait. Venir répondre. Non, mais justement, parce qu'ils ont commencé à le dire. Hein. Ils ont commencé, en tout cas, c'est pas le parti officiellement, mais des responsables importants du parti ont dit, mais ils sont surpris, ils n'ont pas vu la couleur de cet argent. Donc, cela voudrait dire que c'est peut-être, en tout cas, si c'est vrai, c'est peut-être l'honorable Arouavebla qui a pris par devant lui les 400 millions. Et puisqu'il dit que lui, il est resté toujours fidèle au président Patrice Talon, malgré qu'il ait été discipliné sur le plan partisan en ne votant pas pour lui en 2016, il est resté fidèle. Et c'est là où je reviens incessamment, de façon persistante sur ma question. Mais il est resté fidèle comment en tant que président du COS Lépi? Et c'est là où moi je vais fouiller. Donc, effectivement, cela ne m'étonne pas que les responsables du PRD disent nous, on n'a jamais vu cet argent. Et donc, c'est pour ça que je dis l'honorable Arouavebla a des choses à nous dire. Mais avant de finir très rapidement, permettez-moi de dire, de rebondir sur quelque chose qu'il a eu à dire. Et nous devons insister là-dessus parce que l'objet de cette émission aussi, c'est d'éduquer les populations pour que les choses changent. Que veut le peuple? Vous voyez, j'aime prendre des métaphores. C'est comme dans ce jeu de la prostitution où et la victime et le bourreau, tout le monde est satisfait. Alors, si vous légiférez contre la prostitution, vous faites du bien à qui? Vous faites du bien aux prostituées ou aux hommes qui sollicitent leurs services? Tant que les prostituées ne vont pas voir le fait d'échanger leur corps contre de l'argent comme une mauvaise chose, donc le peuple, tant que le peuple va s'accommoder avec ce système, ça va être très difficile. Et je vais vous donner un exemple concret. Je ne trahis aucun secret en le disant, puisque j'y ai participé. L'USL, la formation politique à laquelle j'appartiens, a tout récemment installé des cellules partout au pays. Et justement parce qu'il s'agit de Sébastien Javon, les gens s'attendaient naturellement à ce que l'argent circule. Et je ne le dis pas en faisant le politiquement correct. Non, c'est avéré, vous pouvez vérifier. Votre casquette politique vous fait voir les choses déjà. Vous pouvez vérifier. Oui. Justement,
aucun sou n'a circulé en dehors de l'argent qu'il faut pour installer les cellules. Mais du développement des cellules jusqu'à leur installation, 0 franc. Et des gens nous disaient, des leaders d'opinion dans certains milieux disaient que ça ne se passe pas comme ça, ça ne marchera pas, vous aurez peut-être une base de données qui ne vaut rien, parce que tant que vous n'allez pas sortir de l'argent, surtout parce qu'on sait que le leader de ce parti, voilà, on pense que ça... Et on va jusqu'à penser que les gens qui venaient pour la constitution des cellules, l'installation des cellules, ont pris de l'argent et ne veulent pas faire descendre sur le terrain. C'est des choses qu'on a vécues. Et donc, la question se pose de savoir, que veut le peuple? Si le peuple se met dans une dynamique de dire, écoutez, nous acceptons faire la politique autrement, évidemment sans l'argent qui corrompt. Je dis la politique coûte de l'argent. Sans l'argent qui corrompt, vous allez voir que les choses vont changer. Et très rapidement, oui. Qu'est-ce que le président Talon pouvait faire? Si c'est vrai, enfin, le candidat, parce que moi je ne parle pas du président Talon, je parle du candidat Talon pour la déclaration de l'honorable Aronva. Qu'est-ce que le candidat Patrice Talon pouvait faire? Voilà un homme qui n'a pas de parti politique, mais qui, en ce moment déjà, avait l'intention d'aller aux élections. Il faut bien un véhicule. C'est comme si vous n'avez pas de véhicule et vous devez aller à Parakou et il fait nuit, vous avez de l'argent, mais plus aucun concessionnaire n'est ouvert pour que vous achetiez une voiture. Et même si vous l'achetez, on ne met pas en route une voiture comme ça. Alors, quelqu'un est là qui vous dit je vais vous passer mon véhicule, mais je vous prends 1 million, ce qui sort de tout entendement parce qu'on ne peut pas... voilà. Donc, qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'est le contexte. Je n'excuse rien, mais je suis en train d'expliquer que c'est le contexte. Il dit, je veux votre véhicule, mais il dit, si tu veux mon véhicule, voilà, tu dois donner tant. Bon. Alors, et il aurait donné, et puis voilà, il n'a plus emprunté ce véhicule. Des schémas bien possibles, il va falloir écouter peut-être tous. Et là, je reviens encore sur cette question, mais je voudrais emprunter votre démonstration, puisqu'on est là pour dire les choses telles qu'elles sont, mais aussi espérer impacter le comportement à divers niveaux pour que le développement espéré soit, même si ça doit prendre le temps que ça doit prendre. Je pose d'abord la question à Elie Belogou, même si c'est vous qui l'avez évoqué, ensuite je reviens vers vous. Mais dans tout ce débat qui se mène, et dans cette volonté d'impulser un nouveau dynamisme, est-ce qu'il ne faut pas interroger la responsabilité première des acteurs politiques? Ça donne quand même de la chair de poule quand on observe tout ceci. Et quand je vous suis, je vous vois venir comme des gens qui veulent vraiment changer les choses. C'est heureux parce que c'est aussi bizarre, paradoxal d'observer qu'en Afrique, ce n'est pas que le Bénin, c'est presque partout ailleurs. Les têtes bien faites restent derrière les rideaux, dont les idées, et excusez, sont ceux qui se cherchent, qui se les accaparent et montrent aux intellectuels avoir emprunté. Pas de développement possible avec ça. Il va falloir finir avec monde. Donc là-dessus, on peut dire, oui, c'est heureux de ces initiatives. Mais là encore, est-ce que les politiques n'ont pas une grande part de responsabilité? Des populations qui, manifestement, sont maintenues dans une pauvreté qui ne dit pas son nom au quotidien, avec des textes de loi, on dirait sciemment votés. Eh bien, que peuvent-elles, ces populations-là, dans des conditions comme celle-là? Malheureusement, c'est très difficile. Comme je le disais tantôt, ventre affamé n'a point d'oreille. Cependant, les leaders politiques de ce pays ont une grande responsabilité à jouer. Comme je disais tout à l'heure, c'est naturalisé. C'est presque... C'est accepté. Et quand vous ne le faites pas, on vous dit littéralement, comme il vient de l'évoquer, ça ne se fait pas comme ça. C'est là où je parle de la naturalisation de ces pratiques dans un contexte de pauvreté généralisée. Malheureusement, les populations sont prises en otage et il va falloir faire la promotion de nouveaux leaders. La promotion de nouveaux leaders vertueux. Et vous pensez que c'est possible? C'est possible. Et là, c'est pas évident, mais c'est faisable. Ça prend beaucoup de sacrifices. Dans la mesure où, quand les voix se lèvent aujourd'hui, il y en a qui ont peur même. Il y en a qui ont peur, d'une part. Et d'autre part, la majorité de cette classe politique des années 60 jusqu'à aujourd'hui, ils ont la main trempée quelque part. Ils ont tous des squelettes. Donc, ils n'ont pas cette occasion ou cette audace
avec la psychose qui règne dans le pays, ils n'ont pas encore, excusez-moi, l'audace de sortir et de dire les vraies choses aux populations et d'aller les chercher. Vous savez, comme dans une famille, c'est les pères, les parents qui ont la responsabilité de l'éducation de leurs enfants. Et c'est le même contexte que nous sommes, les leaders politiques ont une grande responsabilité, mais malheureusement, eux aussi, ils sont pris dans un piège qui date de 50 ans où personne n'est capable de sortir de là. Du jour au lendemain, on quitte une famille politique pour une autre, et puis on se promène sans aucune pudeur et sans gêne. Bien, très Donc, ce que pour finir, c'est de la promotion de nouveaux leaders vertueux. Et ça, j'invite toute la population béninoise, que ça soit jeune. Oui, on est en train de nous faire des lois d'une bourgeoisie. La bourgeoisie qui va gouverner, tout comme si c'est l'argent qui réfléchit. Non, chacun de nous... Les textes de loi actuellement... Les textes de loi actuellement sont des textes de la bourgeoisie. Et quelle bourgeoisie nous avons dans le pays? Disons la vérité, quelle bourgeoisie? Comment ils se sont enrichis? Et qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Il faut changer ces tests-là. Oui, en tout cas, c'est ce que nous pensons. Alors, pour le faire, il va falloir siéger à l'Assemblée nationale, 8e législature. Voilà. On reviendra sur la question. Naturellement, la 7e législature a profondément échoué. Et c'est pas... Profondément, dans la mesure où il y avait deux principaux problèmes. Le financement des partis, la transhumance. Mais qu'est-ce que ça nous a donné encore? Vous pensez que ce ne sont pas des problèmes de régler? Non, bien au contraire. Fidèle, selon le temps est presque parti. Je vous pose la question, mais autrement. Vous avez partagé avec nos téléspectateurs ce que vous comptez faire. Dans un environnement où on vous a dit, si je reprends vos expressions, que tout est pipé. Il va falloir emprunter le même chantier si vous espérez avoir des gens derrière vous. Donc, intéresser les gens, si on suit très bien. Alors, pour pouvoir impacter, échanger sur toute cette donne, ne pensez-vous pas que l'idéal serait alors de trouver des places confortables à l'Assemblée nationale, puisque les tests sont là et les mêmes causes risqueraient en tout cas, de causer les mêmes problèmes. Les gens iront sur le terrain peut-être avec l'espèce sonnante et trébuchante, vous irez vendre vos idées, le ventre affamé, les gens vont récupérer les sous avec un peu d'humanisme. Ils vont dire, mais quand même j'ai pris ces sous, il faut quand même que je lui accorde de voix. Ça ne risque-t-il pas de vous rattraper? Et donc, faire un travail pour s'asseoir là-bas. Non, mais effectivement, c'est un paradoxe très difficile à régler. C'est l'exemple de la prostitution dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un problème complexe, mais ce n'est pas impossible. Parce que je vous ai dit que l'USL l'a fait. Je ne prêche pas pour ma paroisse, mais c'est avéré. Vous pouvez vérifier. On a pu installer des cellules sur toute l'étendue du territoire sans donner un rond à qui que ce soit. Alors, en dehors de l'argent que les gens auraient pu divertir d'une autre manière, peut-être qu'on ne maîtrise pas. Mais je dis de façon... Ça veut dire qu'on a commencé. C'est-à-dire qu'on a résisté, on a osé, on a risqué de ne pas avoir un certain nombre de gens avec nous et on l'a fait. Donc c'est pour dire que si on commence, ça peut un jour aboutir. Donc, il faut oser et, évidemment, au Parlement, il faut bien sûr des gens qu'il faut pour changer les lois, pour améliorer les lois, parce qu'on a déjà vu des députés qui ont porté des propositions de loi qui se sont mis eux-mêmes à charcuter la loi et à un autre collègue de lui dire « Mais attendez, mais c'est votre texte !» Non, en fait, c'est un projet qu'on lui a fait porter comme une proposition et il a oublié, il a commencé à charcuter. C'est le genre de député que nous avons. Si nous voulons que ça change, changeons. Si vous auriez souhaité que pour cette émission, on garde quelque chose de fondamental, quelle est votre adresse à l'endroit de ceux qui nous suivent? Non, mais je vais dire tout simplement que très bientôt, on ira encore à d'autres élections législatives. Il faudrait que les populations pensent à la qualité des gens qu'ils envoient au Parlement. Évidemment, des gens relativement incorruptibles. Je dis relativement incorruptible pour faire le job. Merci beaucoup. Oui, Elie Belogou, ça va être aussi votre mot de la fin et ensuite on se dit au revoir. Déjà? Oui, déjà. Ça passe vite. J'inviterai la population à nous rejoindre dans cette nouvelle vision de vouloir faire la politique autrement. C'est sûr que ce ne sera pas facile, mais les jeunes, dans toutes les communes, les femmes, les mamans, les papas, il nous faut à un moment donné une sacrifice. Il faut qu'il y ait des sacrifices à un moment donné. Et ceci, garder la tête haute derrière des gens qui ont de la conviction. Mais la conviction et des valeurs.
Donc j'invite tous ceux-là qui sont capables de se lever, de se mettre debout avec nous, de nous rejoindre au mouvement Debout. Nous continuons l'exercice, nous venons d'annuler notre congrès constitutif parce que nous ne voulons pas céder à la pression de l'argent. Donc debout, nous pouvons y arriver. Ce ne sera pas facile, ce n'est pas évident, mais c'est faisable. Ensemble, donnons-nous surtout la main. Donnons-nous la main ensemble pour que chacun de nous ne soit pas continuellement dans la recherche du pain quotidien, parce que la pauvreté, effectivement, elle est là. On ne va pas se leurrer, mais avec un peu de sacrifice, nous pouvons nous donner la main pour donner une nouvelle orientation et une nouvelle proposition à cette nation. Également à vos fidèles Solon, ce fut un plaisir de vous avoir reçu. J'espère, mesdames, messieurs, que nous avons apporté un plus à ce débat qui défraie depuis peu la chronique. On se retrouvera sans nul doute avec nos amis qui viennent avec, comme vous l'avez constaté, des idées toutes nouvelles, avec une force de conviction. C'est tout le mieux qu'on puisse le souhaiter. 100% béné pour ce jour-ci. On va s'en arrêter là, tout en ayant une petite pensée pour Mohamed Gandhi, qui dit, je le cite, « La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Prenez donc la vie du bon côté, quoi qu'en soit ce qui arrive, même dans la souffrance. » À très bientôt. Le meilleur reste à venir.